Si on a pu constater quelque chose qui est devenu de plus en plus clair pour tout le monde avec la série Ahsoka, c'est bien évidemment le désir de Dave Filoni de poursuivre le développement de son personnage phare en faisant d'elle une nouvelle version de Gandalf, le légendaire magicien du Seigneur des Anneaux. Le voyage ne s'achève pas ici. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur les similitudes entre ces deux personnages, afin de comprendre pourquoi Dave Filoni a fait ce choix de développement pour Ahsoka, et pourquoi, selon moi, même si l'intention est louable, elle reste malgré tout bien loin de la portée que l'on pouvait trouver au personnage de Tolkien. Je vous propose alors pour commencer de revoir toutes les déclarations de Filoni à ce sujet, pour comprendre quelles étaient ses intentions avant qu'on s'intéresse au personnage de Gandalf. Avant toute chose, il nous faut remonter en 2015, lorsqu'Ahsoka débarque au sein de la série Rebels, où elle vient en aide aux 2 Jedi de l'escadron Phoenix, Kanan Jarrus et son apprenti Ezra Bridger. À ce moment-là, ils sont bien loin d'être des Jedi particulièrement puissants. Ainsi, en débarquant dans leur vie, Ahsoka se présente comme une entité beaucoup plus puissante, capable de les protéger et de les soutenir dans leurs aventures qui les conduisent à affronter des adversaires toujours plus dangereux. Que ce soit les Inquisiteurs dans un premier temps, puis le Seigneur Noir suprême Dark Vador à la fin de la saison 2. Comme dans la communauté de l'anneau, où aucun membre du groupe n'est en mesure de tenir tête au Balrog, Gandalf se dévoue pour permettre au reste du groupe d'avancer, et c'est exactement ce que fait Ahsoka, peu importe si cela doit lui coûter la vie. À la fin de Rebels en 2018, Ahsoka se présente de nouveau, bien vivante, mais cette fois-ci drapée dans une tenue entièrement blanche, dans une posture nettement plus magique, voire mystique, et donc imposante. Ce qui fait comprendre aux spectateurs que quelque chose a changé chez elle, qu'elle est devenue quelqu'un d'autre d'une certaine manière. Mais comme on le verra avec la série Ahsoka, Filoni a décidé de s'auto-retcon à ce sujet, ce qui est déjà un petit souci pour moi, mais on verra ça le moment venu. Ensuite, en 2019, sort l'épisode 9 de la saga Star Wars, où Rey fait appel aux esprits des Jedi passés dans l'autre monde pour lui venir en aide, ce qui nous permet d'entendre la voix d'Ahsoka, ce qui fait croire à de nombreux fans qu'elle est sûrement morte au moment des faits. Ce à quoi Filoni répliquera avec un dessin de sa propre création, qui nous suggère que comme Gandalf avant elle, Ahsoka est peut-être encore de ce monde. D'après lui, Ahsoka est un personnage se baladant d'un endroit à un autre, un peu à la Gandalf, ce qui implique qu'elle possède la connaissance au sens large sur le monde qui l'entoure, et vient en aide aux autres quand cela est nécessaire. On pourrait donc dire qu'après la guerre des clones, le voyage du héros d'Ahsoka consiste à devenir un personnage puissant, dans la forme comme dans l'esprit, capable de se confronter à des menaces particulièrement importantes, tout en venant en aide aux autres, dans le cadre d'une lutte qui s'étend très largement, puisqu'elle nous conduit tout droit sur une opposition fondamentale entre la lumière et les ténèbres. Mais intéressons-nous maintenant au cas de Gandalf afin de comprendre qui il est, et surtout quel est le sens de sa résurrection dans le Seigneur des Anneaux, avant de voir ce qu'il en est du côté d'Ahsoka. Gandalf, le vieux magicien gris de la Terre du Milieu, est un Maya. Les Mayars sont une sorte de demi-dieux envoyés sur Terre au service d'un ordre supérieur, les Valar. Dans un sens, ce sont un peu comme des anges, car ce sont des êtres créés par une influence divine. Au début du Troisième Âge, Sauron, le grand méchant de cet univers, commence de nouveau à accumuler un pouvoir considérable, ce qui inquiète terriblement les Valar, qui se décident à envoyer de nouveaux émissaires en Terre du Milieu pour le stopper. C'est ainsi qu'un groupe de ce qu'on appelle les Istari est conduit secrètement dans la Terre du Milieu. Parmi eux, on retrouve Saruman le blanc, Radagast le brun, Gandalf le gris et les 2 magiciens bleus. Pour éviter des soucis auxquels ils avaient déjà pu faire face, les Valar donnent une image de vieil homme mortel à leurs émissaires, ce qui leur permet de mieux comprendre ce monde qu'ils doivent protéger, tout en faisant comprendre aux elfes et aux hommes que c'est à eux d'agir pour sauver leur monde, et que les Mayars ne peuvent pas tout faire tout seuls. Malheureusement, cette apparence ne les protège pas de tous les maléfices tels que la corruption. Ces êtres magiques débarquent donc sur cette terre, où ils sont dotés de puissants pouvoirs, mais pour autant leur rôle principal consiste à convaincre par la parole les elfes et les hommes de la nécessité que le bien l'emporte contre les forces des ténèbres. On en arrive donc progressivement au moment où Gandalf va réunir une dernière petite communauté complètement hétéroclite, afin de porter un coup fatal aux forces des ténèbres. Malheureusement, sur le chemin, ils sont confrontés à un autre Maillard d'un ancien temps, corrompu par le mal, le Balrog de la Moria. Une menace qu'on identifie directement comme terrifiante pour nos héros, qui ne seront pas en mesure de le vaincre.
Pour ne parler que du film, on sait depuis longtemps que Gandalf n'a absolument pas envie de passer par là, car il sait qu'un terrible danger s'y trouve. Par la suite, et grâce à la mise en scène qui met du temps à nous révéler le visage de la menace, la tension s'installe chez nous, avant de pouvoir faire véritablement face à l'entité ténébreuse. Et contre toute attente, c'est le vieux magicien, qui physiquement n'est pas l'incarnation et l'icône de la puissance, qui s'oppose frontalement à la bête pour protéger ses compagnons. C'est donc métaphoriquement un affrontement qui oppose David à Goliath. Et on en vient directement à parler de la figure christique que va devenir Gandalf, sans même parler que le combat est censé durer 7 jours. Je ne pense pas que ce chiffre soit anodin. Mais au terme d'un combat particulièrement intense, le sorcier va parvenir à se défaire de son terrible adversaire, ce qui lui aura coûté l'ensemble de ses forces. Mais ce n'était pas la fin. Des êtres supérieurs l'ont ramené à la vie, car sa mission sur Terre n'était pas terminée. Avec son combat, il avait prouvé sa loyauté aux forces du bien. Dès lors, Gandalf revient en tant que Gandalf le Blanc, en opposition directe avec Saruman qui, de son côté, a été perverti par le pouvoir des ténèbres. Chez Tolkien, les couleurs n'ont pas un sens très bateau comme dans le canon de Star Wars avec rouge égale méchant ou blanc égale pureté. Il y donne toujours une importance plus personnelle, puisque Gandalf est originellement spécialisé dans le feu. Il était donc gris et non pas rouge car le gris est le couleur de la cendre, tandis que désormais sa nouvelle couleur pourrait plutôt être liée à la fumée blanche d'une flamme radieuse. Le blanc pourrait aussi faire écho à la couleur des étoiles, qui sont le symbole d'une force de protection dans cet univers. Gandalf revient donc parmi les vivants, plus fort qu'auparavant, doté de suffisamment de pouvoir pour faire le travail que Saruman aurait dû faire s'il n'avait pas été corrompu, et donc pour accomplir la tâche qui lui incombe. Mais attardons-nous quelques instants sur les parallèles christiques que l'on peut faire avec Gandalf, et notamment de sa résurrection. Pour commencer, je ne peux pas m'empêcher de croire que lorsqu'il s'oppose au Balrog, on pourrait presque y voir un exorciste en train de faire face à un démon. En effet, le magicien ne cherche pas à s'en prendre à lui physiquement, mais use de paroles pour essayer de le commander. Vous ne passerez pas! C'est quelque chose qui se reproduira plus tard contre le roi sorcier d'Angmar. Dans la Bible, Jésus lui-même a recours à l'exorcisme, notamment dans l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus-Christ libère un homme muet et aveugle du mal qui l'habitait. On pourrait comparer cet acte avec celui de Gandalf qui libère Théoden de l'influence de Saruman. Je vous libère de l'envoûtement. De la même manière, et comme on l'a évoqué plus tôt, les Istari ont été envoyés sur Terre pour conseiller et guider les hommes, et non pas pour agir à leur place. Ils sont là simplement pour les orienter sur le bon chemin, que ce soit physiquement mais aussi philosophiquement, comme on peut le voir avec Frodon lorsque celui-ci regrette que Bilbo n'ait pas tué Gollum. Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. De la pitié de Bilbon peut dépendre le sort de beaucoup. Là encore, ça nous rappelle quelqu'un. Et bien sûr, la résurrection en elle-même est déjà un rappel évident à la résurrection du Christ. Mais maintenant, essayons de voir pourquoi et comment Ahsoka a pu vivre un voyage similaire à celui de Gandalf. Nous avons vu tout à l'heure qu'Ahsoka était revenue une première fois après s'être opposée à Vador pour protéger ses compagnons. Cependant, dans l'épisode 4 de la série, un schéma similaire se reproduit. Ahsoka fait face à l'ancien chevalier Baylan Skoll qui la vainc au cours d'un combat singulier, ce qui fait tomber la Togruta dans un ravin, avant qu'elle ne se réveille dans un monde en dehors du temps et de l'espace, où elle fait alors face à son ancien maître, Anakin Skywalker. Et j'ai déjà plusieurs problèmes à signaler. Le premier, c'est que compte tenu de l'histoire d'Ahsoka et des différentes menaces auxquelles elle a déjà pu faire face, notamment dès son plus jeune âge, j'ai du mal à réaliser qu'elle puisse perdre un combat contre quelqu'un comme Baylan Skoll, même si bien sûr, nous ignorons son niveau étant donné que c'est un nouveau personnage. Mais si nous devons aller à 100% dans le parallèle, je ne trouve pas que Baylan soit pour l'heure une menace suffisante pour être comparé au Balrog auquel devait faire face le magicien dans la Moria. À la limite, Vador était une épreuve de passage à surmonter et nettement plus crédible. On en revient donc logiquement à cet espace en dehors du temps et de l'espace, et le principal problème rencontré, c'est que nous ignorons s'il s'agit d'un rêve fait par Ahsoka dans son inconscience, ou s'il s'agit vraiment d'un endroit où son enveloppe physique aurait été projetée, comme cela avait été le cas dans la saison 4 de Rebels. Celle-ci fait donc face à son maître qui incarne tantôt sa facette lumineuse, tantôt sa facette obscure, dans le but d'enseigner une ultime leçon à son ancien apprenti.
Le but ici est donc de faire se confronter Ahsoka à son passé et ce qu'elle craint le plus, c'est-à-dire devenir comme son maître, une incarnation du mal destructeur. Après tout, son maître l'a formée pour devenir une guerrière alors qu'elle n'était qu'une enfant. C'est également une question soulevée par Baylan un peu plus tôt. Tout ce que tu laisseras, comme ton maître, c'est un souvenir de mort et de destruction. De par sa formation, Ahsoka est plus dangereuse et destructrice qu'elle ne pourrait le croire. Ses doutes sont donc renforcés. Son combat contre Anakin est donc là pour lui faire accepter ce qu'elle est et ce qu'il a été. En la formant ainsi, Anakin a installé une part de son ombre dans son apprenti. Mais comme on le comprend dans l'affrontement qui s'ensuit, Ahsoka accepte d'intérioriser cette part d'ombre en elle sans se laisser dominer par celle-ci, tout comme Luke Skywalker avait pu le faire avant elle dans le Retour du Jedi. Au-delà de cet aspect, on retrouve aussi une évocation du mythe de Jonas avec la résurrection d'Ahsoka. En effet, lorsque celle-ci est retrouvée, elle se pare d'une tenue blanche, symbole évident d'une renaissance. Mais mieux encore, elle se connecte avec la nature via les Purgils pour mener à bien la suite de sa quête. Elle leur fait confiance pour les guider à bon port, là où Jonas se retrouve à désobéir à Dieu, ce qui le conduit à se faire avaler par un gros poisson, souvent confondu avec une baleine, avant d'être recraché pour qu'il puisse remplir sa mission. Dès lors, Ahsoka se connecte à la nature plutôt qu'à la technologie pour mener à bien la suite de sa mission, alliant dès lors aux problèmes causés par la destruction de la carte. On retrouve ainsi un thème propre au Seigneur des Anneaux, où les héros ont recours à la nature, que ce soit les aigles ou les ents, pour se défaire de leurs ennemis, tandis que les orques du Mordor ou d'Isengard sont une critique de ce qu'il y a de pire dans l'industrie, et de son côté ravageur de la nature. De ce point de vue-là, il est clair qu'il y a une réflexion derrière le voyage réalisé par Ahsoka Tano. Tout n'est pas parfait ou suffisamment clair pour avoir la portée du message incarné par Gandalf, mais les intentions de Filoni sont pourtant bien là. Au final, ce n'est pas tant l'évolution d'Ahsoka qui me pose problème. Il y a un message pertinent, si tant est qu'on arrive à le percevoir, qui est proposé à travers son développement et son histoire. Cependant, j'ai plus de mal avec cette volonté de Filoni de vouloir faire d'elle une nouvelle Gandalf, sans que nous n'ayons conscience à l'heure actuelle de ce qui pourrait justifier qu'une intervention divine puisse à ce point la protéger. Pourquoi Ahsoka est-elle aussi importante pour le reste de la galaxie? Qu'est-ce qui justifie qu'on la ramène à la vie? Pourquoi faut-il que ce soit elle, à tout prix, qui soit ramenée à la vie pour mener une lutte qui pour le moment nous semble tout à fait abstraite? Là où dans le Seigneur des Anneaux, la menace était d'entrée de jeu tout à fait palpable, puisqu'on comprend vite l'urgence de leur situation et la dangerosité de leur adversaire. Je ne doute pas que Filoni nous réserve encore de belles surprises à l'avenir, et que la menace sera sûrement au niveau, mais j'aimerais aussi comprendre ce qui implique qu'Ahsoka soit devenue aussi importante dans l'histoire. Pourquoi elle et pas un autre? A posteriori, je sais que certains d'entre vous semblent prêts à croire qu'Ahsoka puisse être la réincarnation de la fille de Mortis. Et il est vrai que de nombreux éléments pourraient nous faire croire que la suite des événements pourrait aller en ce sens. Le symbole le plus évident est bien sûr l'oiseau qui accompagnait la fille, qui semble désormais guider les pas d'Ahsoka. Même si nous avons mis du temps à le retrouver dans la série, il semble néanmoins que sa réapparition à la fin ne soit pas anodine étant donné le lien étroit qu'il semble y avoir entre Peridea et Mortis. De plus, nous savons également que la fille s'est sacrifiée pour sauver la vie d'Ahsoka. De facto, et si on s'en tient à un raisonnement qui pourrait fonctionner dans Avatar, on pourrait dire que la fille a transmis sa propre énergie divine à la Togruta, ce qui pourrait donc participer à modifier son rôle à jouer au sein de cet univers. Cependant, j'ai deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que je trouve toujours que c'est très limité comme aspect pour permettre à Ahsoka de devenir aussi importante, même si ok, je suis prêt à admettre que ça peut se tenir. Mais le second problème que je pourrais signaler, c'est que cette information de la première résurrection d'Ahsoka, elle n'est à aucun moment signalée dans la série, ce qui fait que le spectateur a donc un personnage équivalent à Gandalf, sans pour autant que celui-ci ne soit présenté comme autre chose qu'un maître Jedi et tout ce qu'il y a de plus normal. Donc je suis prêt à entendre ce raisonnement, mais je demande à avoir encore plus de précision à ce sujet également. Voilà plus ou moins tout ce qu'il y aurait à dire concernant les personnages que sont Ahsoka Tano et Gandalf le Blanc, et tous les liens et parallèles que l'on peut trouver entre les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Merci à Elmred pour ses différentes analyses et réflexions qui m'ont bien aiguillé pour écrire cette vidéo. Je vous invite vous aussi à laisser un commentaire pour me partager vos propres réflexions à ce sujet.
Enfin, je vous invite également à vous abonner pour ne rien rater des autres contenus que j'aurai à vous proposer à l'avenir. Encore merci aux membres soutiens et aux tipeurs qui continuent de soutenir et de faire vivre la chaîne. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.